nous dire pourquoi le cerveau. En tout cas, c'est la question que nous allons lui poser. Et nous avons la chance d'avoir ensuite en grand témoin donc Thierry Lhermitte, comédien et parrain de la Fondation pour la recherche médicale. Et ensuite, donc les échanges seront également animés par Anne Jean-Blanc, journaliste au Point. Donc Lionel Nakache, peut-être je vous invite à me rejoindre. Et juste avant de vous passer le micro, nous allons donc voir un petit film de la Fondation que parraine donc Thierry Lhermitte. Et si vous nous donniez l'occasion de rater, de nous tromper, d'aller trop loin, ou pas assez, de parfois nous égarer, de revenir sur nos pas, d'avoir des doutes, d'essayer et réessayer, de persévérer, de pouvoir nous rendre compte de nos erreurs, de pouvoir les corriger, d'étayer nos connaissances, d'être soutenus moralement et physiquement, de prendre de l'élan, de nous améliorer, d'avancer, de chercher des réponses pour vous les donner, à vous, à vos enfants et petits-enfants, pour demain. La réussite est humaine. Fondation pour la recherche médicale. Faites un don sur frm.org. Très, très joli film qu'on peut aussi applaudir. Et tout de suite, donc je vais passer la parole donc à Lionel Nakache avec cette question. Donc, Lionel, pourquoi le cerveau? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On se réjouit à nouveau d'être ici à Neuroplanète. Donc effectivement, je vais prendre simplement 20 minutes pour essayer de vous montrer, en tout cas rapidement, en 20 minutes, pourquoi ça peut être intéressant de s'intéresser au cerveau lorsqu'on s'intéresse non pas directement au cerveau, mais à la psychologie, au fonctionnement de l'esprit, à la mémoire, à la perception, à la conscience. Et la manière de laquelle j'aimerais introduire cette idée, c'est de prendre le contre-pied, et vous savez, souvent c'est très utile en science et en général, de critiquer nos idées immédiates, nos intuitions, pour voir sur quoi elles reposent. Et donc, le premier point que j'aimerais... alors, je ne sais pas si ça va... Ouais, je vois pas d'image pour l'instant. On va voir, j'ai quelques... Voilà, pardon, on va aller en arrière. Alors, hop, voilà. Si vous réfléchissez un instant, se tourner vers les neurosciences, donc vers l'étude du cerveau, pour comprendre comment fonctionne l'esprit, ça n'a rien d'évident. Ça n'a rien d'évident parce que ça veut dire déjà que vous allez devoir maîtriser deux savoirs. La psychologie, pour aller vite, et les neurosciences. La psychologie, on voit de quoi ça parle. La perception, la mémoire, nos émotions, nos comportements, etc. Et le cerveau, initialement, même si on l'envisage, on sait bien que c'est un organe qui n'est pas étranger à la vie mentale, mais ça va vous obliger à maîtriser deux types de connaissances, à comprendre le fonctionnement des neurones, des réseaux de neurones, de la façon de laquelle tout cela... Alors, je ne sais pas si j'ai aussi un laser, mais sinon je vais me débrouiller sans laser, voilà. Et d'arriver en réalité à maîtriser ces deux savoirs très différents. Et donc vous pourriez vous dire, moi ce qui m'intéresse c'est la mémoire, imaginons que je vais vous parler de la mémoire aujourd'hui, et que si ce qui m'intéresse c'est la mémoire, je peux me limiter à la psychologie de la mémoire, à étudier de manière psychologique la mémoire, sans avoir besoin de plonger vers les neurosciences de la mémoire. Et cette idée, si on la poursuit un peu plus loin, vous pourriez vous dire, à quoi ça pourrait me servir d'étudier le fonctionnement du cerveau pour comprendre la mémoire? Et la réponse intuitive, c'est qu'en général, dans le meilleur des cas, si on arrive à travailler bien, donc à passer beaucoup de temps à croiser mémoire et cerveau, dans le meilleur des cas, peut-être qu'on arrivera simplement à établir des cartographies cérébrales de la mémoire, de dire quels sont les lieux du cerveau qui ont à voir avec la mémoire. Vous avez tous entendu parler de l'hippocampe, je vais vous en parler dans un instant. Donc d'arriver à savoir quels sont les lieux du cerveau qui ont à voir avec la mémoire. En soi, c'est intéressant, mais on pourrait dire que c'est intéressant pour les neurosciences. Pas tellement pour les psychologues, parce que pour un psychologue de savoir que c'est tel lieu ou tel lieu qui joue un rôle dans la mémoire, à quoi bon? Qu'est-ce qu'on gagne de plus en fait? Et évidemment, si je vous dis ça, et si je passe le plus clair de mon temps à faire le croisement entre psychologie et neurosciences, c'est parce que je suis convaincu qu'il y a un véritable, disons, une valeur ajoutée à croiser les deux. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler. Et pour vous donner l'idée de manière extrêmement simple et claire, ce qui est assez fabuleux, c'est que vous partez de la psychologie avec un phénomène qui vous intéresse. Vous allez voir comment ça se passe dans le cerveau. Si vous travaillez bien, vous aurez bien une cartographie de la mémoire. Vous direz, voilà, telle région joue un rôle dans tel processus mental. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que le fait d'avoir mis en évidence une cartographie, ça vous fait complètement remodifier
la définition que vous aviez du phénomène psychologique considéré. Je vais vous l'illustrer dans un instant. Ce que je veux dire, ça peut paraître un peu abstrait. Autrement dit, votre définition psychologique, elle est projetée sur le cerveau, et le retour du cerveau vers la psychologie fait que vous ne voyez plus la psychologie de la même manière. Autrement dit, je pense vraiment que les boucles entre la psychologie et le cerveau peuvent permettre de faire des sortes de boucles dialectiques par lesquelles vous enrichissez et vous transformez votre conception de la psychologie elle-même. Et c'est pour cela, d'après moi, que les neurosciences sont intéressantes pour la psychologie. L'inverse, évidemment, pour les neurosciences, la psychologie, c'est intéressant. Mais pour les psychologues, et plus largement pour tous les citoyens qui s'intéressent à eux-mêmes, savoir comment fonctionne votre cerveau, ça vous aidera à mieux savoir comment vous fonctionnez vous-même. Alors, je vais prendre 2 exemples pour aller vite. Prendre la mémoire. Parce qu'on n'aura pas le temps de tout passer, j'aurais peut-être pas dû prendre toutes ces diapos. Alors, la psychologie, voilà, la mémoire. On commence par une définition. On peut dire, voilà, la mémoire, on peut dire que c'est la capacité à enregistrer, à conserver et à réaccéder à certains épisodes vécus. D'accord ? Si vous faites attention, c'est déjà une définition assez complexe de la mémoire, parce qu'elle introduit au moins 3 processus différents. Le fait de pouvoir enregistrer une scène vécue, de pouvoir la stocker d'une manière ou d'une autre, et de pouvoir y réaccéder, avec autant de pannes possibles dans des troubles de la mémoire qui peuvent affecter chacune de ces 3 étapes de la mémoire. Alors on part de ça, et puis on va vers le cerveau. Alors effectivement, je voulais faire un petit clin d'œil. Quand vous vous intéressez à la mémoire, il y a la psychologie qui peut vous intéresser, et puis il y a évidemment toute l'introspection, on pourrait dire artistique, autour de la mémoire, notamment des écrivains, des romanciers. Voilà, Borges avec Funès et la mémoire, qui est une nouvelle très courte, mais extrêmement géniale. Je vous invite à la relire ou à la lire. Parmi les films qui, moi, m'ont le plus touché, il y a ce film de Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je vous invite aussi à le voir. Et puis évidemment, on est en France, Proust, voilà, qu'est-ce que c'est que Proust, la recherche du temps perdu, sinon qu'un exercice d'introspection de différentes facettes de la psychologie de la mémoire humaine. Et vous savez qu'on n'a pas fini d'écluser l'ensemble des introspections que Proust a pu développer. Et du coup, ça m'amène à vous montrer juste ça. On peut lancer la vidéo. Je vais vous montrer, c'est pas moi qui l'ai déniché, mais vous savez qu'il y a 2-3 ans, on a trouvé un enregistrement vidéo où vous allez voir Marcel Proust. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez le voir dans un instant. C'est à l'église de la Madeleine à Paris, et c'est un mariage en fait de l'aristocratie Saint-Germain. Les personnages de la recherche, c'est presque la duchesse de Guermantes, là que vous allez voir descendre, c'est la fille d'une des personnes qui a inspiré le portrait. Alors vous voyez toutes ces personnes qui sont extrêmement bien habillées pour ce jour de noces, et vous allez aller voir arriver, descendre rapidement, de manière furtive et anxieuse, Marcel Proust qui va vraiment, voilà, c'est lui Marcel Proust, vous voyez. Voilà, vous avez eu Marcel Proust à Nice aujourd'hui, vous vous en souviendrez. Et la dernière fois que j'ai présenté ce petit film, quelqu'un m'a fait remarquer, mais c'est l'église de la Madeleine de Proust, voilà. Donc c'est vertigineux, voilà. Alors on peut faire tout ça. Et vous pourriez vous dire, mais alors quel intérêt d'aller se retourner maintenant vers le mémoire, vers le cerveau, de quitter ces sphères de l'introspection et de la psychologie et du roman pour aller vers l'ambiance expérimentale du cerveau. Alors rapidement, je vous raconte une histoire. C'est une histoire authentique, c'est un patient dont les initiales sont HM. C'est monsieur Molaison. Il est mort maintenant, âgé de plus de 80 ans, et c'est au moment de son décès qu'on a connu son identité. Et cet homme, en fait, a une histoire qui est la suivante. Vers l'âge de 25 ans à peu près, il est sur la côte est des États-Unis, et il va bien, mis à part il souffre d'une épilepsie. Une épilepsie réfractaire aux traitements médicamenteux qui existaient à l'époque, qui n'étaient pas très nombreux, mais qui existaient. Et vraiment, vous imaginez une épilepsie donc réfractaire au traitement qui interférait avec ses études, avec sa vie sociale, sa vie familiale, sa capacité à pouvoir se développer, à conduire une voiture, etc. Et je passe les détails. Il tombe entre les mains d'une psychologue et d'un neurochirurgien, Scoville le chirurgien, qui propose de lui enlever les 2 hippocampes. Là, on est dans les années 50. Donc on lui enlève les 2 hippocampes, et voilà, par exemple, ça c'est une IRM cérébrale. C'est une coupe qu'on appelle coronale dans ce plan-là. Donc vous voyez ici, face à vous, vous avez la gauche à droite, la droite à gauche. Et ce qui est encerclé, la face interne du lobe temporal, ce que vous voyez au-dessus, c'est l'hippocampe. Ça, c'est l'IRM d'un sujet qui va bien. Et vous allez voir l'IRM du patient, vous voyez, il y a des trous noirs à la place. C'est l'eau qui a remplacé le tissu cérébral retiré. Le patient n'a plus d'hippocampe. Okay, on a pu lui faire une IRM. Souvenez-vous, l'IRM n'existait pas dans les années 50. Mais comme ce patient est décédé dans les années 2000, eh bien, on a pu lui faire une IRM quand il était âgé. Alors, le résultat de cette intervention, 2 choses. Extrêmement efficace sur l'épilepsie. Le patient n'a quasiment plus présenté d'épilepsie de sa vie. Donc, c'était un succès chirurgical pour l'épilepsie. Le problème, c'est que cette intervention a produit ce qu'on appelle un syndrome amnésique antérograde. C'est-à-dire que ce patient est devenu totalement amnésique, incapable
de créer le moindre nouveau souvenir épisodique, nouveau souvenir conscient de son existence. Vous imaginez la vie d'un individu qui est incapable de créer un nouveau souvenir conscient. Je ne développe pas ça, mais c'est un des patients qui a été le plus étudié dans la littérature scientifique. Alors pourquoi ? Alors on voit avec cette première boucle que donc l'hippocampe semble avoir un lien avec la création des souvenirs conscients. Alors suivez bien, parce que c'est le moment où ça devient vraiment plutôt intéressant, c'est qu'en réalité, on a découvert assez rapidement que ce patient qui avait perdu la mémoire n'avait pas perdu la mémoire. Il a perdu une forme de mémoire, la mémoire qu'on appelle aujourd'hui maintenant la mémoire épisodique consciente, le « je me souviens ». Mais par exemple, essayez, je ne sais pas si vous avez essayé de faire pendant que je l'affichais et que je vous parlais, essayez de lire ce qui est à l'écran. C'est un peu difficile, ça va vous demander de vous concentrer, ça va vous demander plusieurs secondes pour arriver à le dépister, à le lire. Voilà. Alors ce que je pourrais faire, si on veut rester à Nice, profiter de Neuroplanète, on pourrait dire, on va discuter avec Le Point si c'est possible, on vous fait revenir tous les jours pendant 60 jours, 10 minutes le matin, pour vous apprendre à lire en miroir. Okay ? Si on fait ça, voilà ce qu'on obtiendra sur cette courbe-là. En axe, en abscisse, vous avez les jours d'entraînement, voyez. Et puis en ordonnée, vous avez en gros un indice du temps de lecture. À quel point vous arrivez à lire vite ou pas de la lecture en miroir. Alors croyez-moi, ça a été fait dans de multiples laboratoires. Si vous revenez tous les jours pendant 60 jours ou 90 jours, vous allez apprendre à lire en miroir de manière extrêmement efficace et vous allez pouvoir lire de manière très fluide, assez rapidement. Et là où ça devient fascinant, c'est que si vous allez, moi ou vous, faire ça tous les jours, on va apprendre à lire, donc on va créer un nouvel apprentissage, une nouvelle mémoire. Mais le patient HM et d'autres patients comme lui, qui d'un jour à l'autre n'ont aucun souvenir conscient qu'ils ont commencé à apprendre, ils apprendront aussi vite et aussi bien que vous et moi. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on est en fait obligé de considérer qu'on n'a pas une mémoire, mais qu'on a au moins deux formes de mémoire différentes. Ici, j'ai pris cet exemple de lecture en miroir, mais qu'on a des systèmes de mémoire indépendants qui peuvent fonctionner et dysfonctionner les uns des autres. Et cette conception-là, elle a vite été enrichie, je dois aller vite pour pas qu'on perde trop de temps. Si je vous montre là, par exemple ici, ça c'est une autre forme de mémoire, c'est la mémoire perceptive visuelle. Il y a un chien à voir. Qui voit le chien ? Vous pouvez lever la main si vous avez vu le chien. Très bien. Et ceux qui n'ont pas vu le chien, levez la main aussi. Ouais, il y a beaucoup plus de monde. Alors je vais essayer de vous aider à voir le chien. Le chien est là. C'est un dalmatien, vous le voyez ? Alors, maintenant, si je vous remonte le chien, regardez. Est-ce que vous le voyez maintenant ? Eh bien, croyez-moi, si dans un an vous revenez ici et qu'on vous remontre cette diapositive, le pourcentage de personnes qui vont voir le chien sera beaucoup plus important que la première fois aujourd'hui, même si vous ne vous souvenez pas de mon intervention et vous ne vous souvenez pas que vous avez déjà vu cette image. Autrement dit, la mémoire perceptive visuelle, et il existe des mémoires perceptives auditives, somesthésiques, les différentes modalités des sens, eh bien ce sont autant de systèmes de mémoire perceptive différents, les uns des autres, et qui ne sont pas dépendants de votre mémoire consciente de l'épisode vécu. Et là où on arrive, je vais aller assez rapidement, c'est quand on peut passer par la mémoire sémantique, la mémoire par conditionnement. Par exemple, si je vous dis 1515, voilà, Marignan, mais si je vous demande quand est-ce que vous avez appris ça, dans quelle scène de votre vie vous avez appris ça, souvent on ne le sait pas, eh bien la mémoire sémantique, au bout d'un moment, devient indépendante de la mémoire épisodique. Et par exemple, pour Monsieur HM, il continuait à avoir beaucoup d'informations sémantiques, même s'il n'était plus capable de se souvenir des informations vécues. On pourrait passer vraiment passer de toute la journée là-dessus, mais juste pour vous montrer que cette première boucle par le cerveau, souvenez-vous, on est parti de cette définition, la mémoire, la capacité à enregistrer, stocker et rappeler des épisodes vécus. On va vers le cerveau, on tombe sur l'hippocampe, c'est déjà la cartographie du cerveau, mais on découvre aussi que du coup, même quand on n'a plus d'hippocampe, on a encore d'autres formes de mémoire. Ce qui veut dire que quand on revient à la psychologie, on a changé complètement notre définition de la mémoire, puisque désormais on ne parle pas de la mémoire au singulier, mais de plusieurs mémoires au pluriel. Voyez ? Et la mémoire consciente, le « je me souviens », c'est juste ce petit rond-là, parmi une douzaine de systèmes de mémoire différents. Voilà ce que je voulais illustrer par ces boucles dialectiques. Si on a le temps, je fais une deuxième boucle, je ne sais pas combien de temps, qui est la suivante. Il faut dire quand même que lorsqu'on parle de la mémoire qui a priori nous intéresse le plus subjectivement, c'est notre mémoire consciente. La mémoire de qui nous sommes à nos propres yeux, comment s'est passée notre enfance, les souvenirs de votre mariage ou des événements agréables ou désagréables, qui vous êtes à vos propres yeux. Le « je me souviens », la mémoire consciente. Donc là aussi, on peut se retourner vers le cerveau en faisant un focus sur ça. On va s'intéresser que à la mémoire consciente, au « je me souviens ». Et quand on fait ça, eh bien, on tombe sur un phénomène assez dingue.
qu'avec Karine Nakache, mon épouse, on a décrit dans un livre Parlez-vous cerveau comme étant la double vie de l'hippocampe. L'hippocampe mène une double vie. Et la double vie, on connaît une des facettes, on vient d'en parler. On a bien vu que M. H.M., sans son hippocampe, il ne peut plus se créer des nouveaux souvenirs conscients. Mais il y a une autre fonction de l'hippocampe qui a été découverte à partir des années 60-70, qui est en réalité que l'hippocampe est également une sorte, dans votre hippocampe, vous avez une sorte de GPS cérébral. Un système dans les hippocampes qui, même quand vous êtes rentré dans l'amphithéâtre, là tout à l'heure, immédiatement a cartographié l'espace, donc une carte spatiale, et on a des neurones qu'on appelle des place cells, des neurones de lieu, qui codent la position spatiale dans l'environnement, qui vous permettent de vous représenter là où vous êtes dans un espace. Je vous montre rapidement un petit film. Ah, il est déjà passé. Alors, c'est un peu complexe ce film, hein, ça peut prendre 3 minutes pour l'expliquer, mais je vais aller vite. On peut peut-être le... Attendez, je vais le remontrer. Voilà, hop, on va le refaire démarrer. Voilà, vous avez en fait une souris qui est dans un labyrinthe, là, même pas un labyrinthe, un carré, et on enregistre sur la droite ce que vous voyez. On a une électrode, une micro-électrode dans une place cells, un seul neurone du GPS. Imaginez qu'il y en a évidemment, il y a des millions de neurones dans ce GPS, mais on voit juste le GPS par un tout petit bout de la lorgnette. Et vous voyez que ce neurone, chaque fois que l'animal passe dans le cadran en bas à gauche, il y a un petit point rouge. Chaque fois qu'il y a un point rouge, c'est que le neurone envoie un signal d'activation, ce qu'on appelle un potentiel d'action. Et vous voyez donc en réalité que vous avez ici un neurone de lieu qui code spécifiquement pour la position en bas à gauche, dans ce carré. D'accord ? Et là, vous avez le champ de réponse préférentiel de ce neurone. Alors, si vous imaginez qu'il y a des centaines de milliers de neurones, on arrive aujourd'hui chez des animaux à pouvoir, en enregistrant l'activité de leurs neurones, deviner où ils se trouvent, reconstruire leur trajectoire, en ayant d'abord analysé quel neurone code pour quelle partie de l'espace. D'accord ? Ça, c'est la deuxième facette de l'hippocampe, c'est deux fonctions qui, a priori, n'ont pas de rapport l'une avec l'autre, la mémoire consciente et d'autre part, le codage de l'espace. Eh bien, là où ça devient absolument dingue, c'est qu'en fait, cette double vie de l'hippocampe sert, on pourrait dire, une même fonction qui est liée à votre mémoire consciente. Et cette fonction, on l'a découverte grâce à ce qu'on appelle le replay. C'est que la nuit, quand vous gagnez les phases profondes du sommeil, dans le sommeil profond, le sommeil à ondes lentes, votre GPS cérébral se rallume et il rejoue en boucle les trajectoires spatiales de la journée précédente, de la veille. On l'a découvert chez les animaux initialement par sérendipité, par hasard. Des collègues avaient laissé les électrodes branchées, les animaux, les rats s'endorment, et puis on voit que le rat endormi commence à rejouer les trajectoires qu'on avait observées la veille. On appelle ça le replay. Et en réalité, on s'est rendu compte que c'est le fait de rejouer ces trajectoires des centaines, des milliers de fois, était très important pour consolider non seulement la mémoire des trajectoires, mais la mémoire des épisodes vécus lorsque l'animal était là où il était à ce moment-là. Donc si vous me suivez, ce qu'on a découvert, c'est le lien entre les deux aspects. C'est qu'en réalité, le codage de votre position dans l'espace, par ce GPS, est un support à la fabrication d'un souvenir de ce que vous avez vécu consciemment quand vous étiez là où vous étiez dans cet espace. Et c'est ça l'unification entre les deux. Ce qui au passage... D'ailleurs, il y avait un élément intéressant, c'est qu'en 2014, il y a eu le prix Nobel de physiologie qui a récompensé les découvreurs de ce système de GPS cérébral. C'était donc, vous avez ici John O'Keefe et le couple Moser, qui ont les deux... donc John O'Keefe, c'est le premier à avoir découvert, et le couple Moser a raffiné la découverte, on pourrait dire. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en 2014, il y a eu un prix Nobel de littérature, cette année-là, il y en avait un, et devinez, souvenez-vous, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2014 ? C'était Modiano, évidemment. En plus, à Nice, voilà, Modiano à Nice, avec le quartier de Cimier, vous prenez Dimanche d'août ou d'autres livres de Modiano. Modiano, évidemment, tous les romanciers, on pourrait dire, sont des écrivains de la mémoire consciente, de la mémoire épisodique. Mais il y a beaucoup moins de romanciers qui créent des liens indissolubles entre la mémoire consciente et la mémoire des lieux. Et quand vous lisez du Modiano, c'est quasiment tous ces livres qui sont pleins de liens étroits entre les déambulations des personnages dans les différentes villes, des quartiers de Paris ou Nice ou ailleurs, et le récit de ce qu'ils ont vécu dans ces espaces-là. Donc comme si cette même année, en fait, on avait récompensé, le prix Nobel avait récompensé la double vie de l'hippocampe, à la fois, alors j'avais proposé dans Libération de savoir est-ce que, j'aurais pu le publier dans Le Point, hein, mais j'étais pas encore introduit à Neuroplanète, voilà. Voilà. Et au passage, ça nous permet autre chose aussi, c'est que c'est ce qui est intéressant dans ce domaine, c'est qu'on peut revisiter des savoirs ancestraux. Et pour ceux d'entre vous qui, par exemple, font de l'art dramatique ou doivent apprendre des textes par cœur extrêmement longs, il y a une méthode vieille comme l'Antiquité. Justement, on trouve ça dans un texte de Cicéron déjà. Si vous voulez apprendre un texte très long,
Une des très bonnes recettes qui est encore utilisée par les experts de la mémoire, c'est de penser à une trajectoire que vous connaissez très bien. Donc vraiment un chemin, votre GPS cérébral connaît très bien. Et vous imaginez mentalement que vous faites cette promenade, et à chaque étape, chaque enseigne de la rue, chaque pierre, chaque porte, chaque entrée, vous déposez un bout du texte que vous ne connaissez pas encore et que vous voulez apprendre. Et quand vous faites ça, ce qu'on appelle la méthode des lieux, ou les palais de mémoire, et c'est connu depuis l'Antiquité, ça va vous permettre à cerveau identique à faire beaucoup mieux pour arriver à mémoriser ce texte. Eh bien, on peut dire, sans vraiment faire de projection anachronique, que cette méthode des lieux, elle incarne cette double vie de l'hippocampe que je viens de vous exposer rapidement. Donc voilà à quoi sert pour moi, en réalité, le fait d'aller vers le cerveau. Quand c'est pas tellement le cerveau qui vous intéresse, le cerveau aujourd'hui est au cœur par Neuroplanète, mais on pourrait dire, moi le cerveau en lui-même m'intéresse pas spécialement, il m'intéresse, mais plutôt comme boîte à outils pour mieux comprendre la psychologie. Et là, je vais vous donner 2 exemples, mais on pourrait les multiplier à l'infini. Donc je crois que pour tous ceux d'entre vous qui veulent faire de la psychologie, c'est intéressant d'avoir des connaissances sur le cerveau, précisément pour enrichir la psychologie et pour enrichir aussi la connaissance de soi de chacun on pourrait dire des citoyens. Voilà, on a besoin d'avoir ça. J'espère que j'ai pas été trop long pour ces propos de 20 minutes, normalement. J'ai pas suivi mon timer. Bravo, un immense bravo et merci. Je vous invite à prendre place et donc je vais appeler Thierry Lhermitte et Anne Jean-Blanc donc, à rejoindre Lionel. Et donc nous allons écouter peut-être les réactions de Thierry Lhermitte à cette présentation en tant que grand témoin. Mais Anne, je vous passe tout de suite la parole. Alors, moi, je vais très très vite passer la parole à Thierry, parce que Thierry, en tant que parrain de la Fondation pour la recherche médicale, a quand même passé une après-midi complète chez Lionel, donc il va avoir des questions extrêmement pertinentes. Moi, j'en ai une pour commencer, Lionel, c'est qu'on a le sentiment dans la médecine aujourd'hui qu'on est en hyper-spécialisation. La neurologie, ce que vous dites là, prouve le contraire. Est-ce qu'il n'y a que dans le cerveau où on est très transversal? Parce qu'autrement, ils sont très très pointus, les médecins. On leur reproche d'être de plus en plus pointus. Merci Anne, mais en fait je vais peut-être vous décevoir, mais même en neurologie, malheureusement peut-être, c'est un des problèmes dans toute la médecine, c'est qu'en neurologie, il y a des maladies qui vont toucher le système nerveux périphérique. Le plus extrême, ce sont les muscles. À l'autre extrême, on pourrait dire il y a la neuropsychologie, ce dont on a parlé. Et il faut être honnête, c'est que dans la pratique actuelle, pour arriver à maîtriser et à aider les patients au mieux, vous avez besoin de vous spécialiser quand même. Donc on essaie de combiner une maîtrise de la neurologie générale, et qui est la partie pour le médecin la plus agréable à exercer, parce que ça vous fait beaucoup de variété. Mais pour les patients, en termes d'efficacité, comme c'est le cas aussi pour la chirurgie, on a besoin de développer une expertise extrêmement ciblée pour essayer de proposer aux patients les thérapeutiques les plus adaptées à leur situation, en sachant qu'en neurologie, on a encore beaucoup de progrès à faire. On espère qu'ils vont arriver bientôt, mais il y en a beaucoup. Alors ma question est, vous avez parlé de ce dont on se souvient et de la conscience qu'on a de se souvenir. Et moi, je voudrais vous demander, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas sûr? Quand on n'est pas sûr. Parce que voilà, j'ai découvert il n'y a pas longtemps les inférences bayésiennes. Les inférences bayésiennes, c'est un mathématicien qui a quantifié l'ignorance, en gros, qui a dit qu'est-ce qu'on sait quand on ne sait qu'une partie de ce qu'on sait. Et donc, en gros, c'est une équation de probabilité. Et je crois savoir que vous travaillez avec ces inférences bayésiennes qui vont mesurer qu'est-ce qu'on sait quand on ne sait pas tout, quand on n'est pas sûr. Voilà, est-ce que vous pourriez m'expliquer ça? Vous avez parfaitement raison. Merci pour cette question, parce qu'elle est effectivement au cœur des neurosciences. Pour rappeler rapidement le principe, vous savez, on a tous appris ça au lycée. Souvent, c'était même un peu compliqué. Dans quel sens il fallait utiliser la formule? La référence de Bayes, vous savez, c'était ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. La probabilité de A sachant B, qui est égale à la probabilité inverse de B sachant A, fois la probabilité de A divisée par la probabilité de B. Alors, oui, P de A, si B est tenu pour vrai, est égal à P de B si A est tenu pour vrai, fois le ratio entre P de A et P de B. Bon, alors comme ça, vous pouvez vous dire, il y a un crash landing de l'intérêt. Voilà. Alors, pourquoi la question de Thierry Lhermitte est essentielle? Parce que le révérend Thomas Bayes, quand il a pondu cette formule qui a été reproduite par Laplace aussi, eh bien, il savait peut-être pas tout ce que ça allait engendrer comme conséquence. Et la version contemporaine de Bayes, c'est au cœur. J'ai des collègues. Hier, vous avez entendu Jean Denisot, qui est un des experts en France des inférences bayésiennes appliquées aux neurosciences. Le truc fabuleux, c'est la chose suivante. C'est que la formule de Bayes, et donc des inférences bayésiennes, vous ouvre une porte ou une fenêtre, comme vous voulez, sur la manière de laquelle le cerveau apprend. Donc le cerveau apprend comment? C'est ce qu'on fait même maintenant.
on apprend en recevant des informations, mais ces informations, plutôt que de s'imprimer passivement en vous, vous allez les recevoir et immédiatement, votre cerveau va calculer la probabilité d'avoir reçu cette information en fonction des a priori qu'il avait sur le monde. Et s'il se rend compte que les a priori qu'il avait sur le monde le conduisent à penser que cette information est impossible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer son modèle du monde. Et donc, comme vous l'avez dit, il va raffiner progressivement sa construction. Et ça veut dire, pour vous donner un exemple très précis, quand je vous fais écouter des sons et qu'on enregistre l'activité du cerveau, on enregistre plusieurs types d'activités. Certaines activités, on pensait naïvement, ce sont juste les sons qui rentrent dans votre cerveau. Mais on s'est rendu compte que ce qui se passe surtout, c'est que l'activité du cerveau, quand vous écoutez un stimulus, c'est la crise de confiance du cerveau. Autrement dit, c'est le signal d'erreur, c'est votre... Imaginons que je fasse ça. A priori, selon votre modèle interne du monde et de qui je suis, sans avoir un comportement particulièrement imprévisible, il y avait peu de chances que je me mette à faire... D'accord ? Eh bien, ce qui se passe si on enregistre votre cerveau, on a une immense réponse cérébrale. Et cette réponse, ce n'est pas le son qui rentre dans votre cerveau. C'est votre surprise de la mise en échec de votre modèle du monde qui n'avait pas prévu que j'allais faire ça. Et à tel point que si je le fais plusieurs fois, vous avez raffiné immédiatement votre modèle du monde. Et au bout de la 4e ou 5e fois, il y aura quasiment plus de réponse de votre cerveau. Parce que votre réponse, la réponse du cerveau, c'est pas la réponse du son, c'est la réponse de la remise en cause de votre système subjectif. Et on l'avait fait avec Stanislas Dehaene et des collègues. On avait fait une expérience assez sympa. On vous fait écouter des sons. Et à un moment donné, on vous prive de son. Donc on voit la réponse du cerveau à un silence non prévu. Eh bien, un silence non prévu, ça déclenche une énorme réponse cérébrale, ce qui prouve bien que la réponse, c'est pas le son, mais c'est le modèle que vous aviez. Et donc, ce que vous mettez vraiment le doigt sur un point fondamental, et c'est marrant parce que souvent, en maths, vous partez avec un principe très simple. L'équation de tout à l'heure, elle est minimale, mais elle vous permet, quand vous l'imbriquez à plusieurs niveaux, de finir par faire des prédictions sur le fonctionnement du cerveau extrêmement riches, extrêmement vastes. Et voilà, donc... Et biologiquement, comment ça se manifeste alors? Alors biologiquement... Ou anatomiquement? Ouais, alors ça se manifeste exactement comme ce que je viens de vous dire pour l'exemple, c'est-à-dire qu'en réalité, vos neurones sont organisés en couches de neurones, et on pourrait dire qu'à chaque niveau de couche, il y a un niveau de modèle un petit peu, d'un tout petit bout du monde. Par exemple, dans votre cortex auditif, il y a un modèle de qu'est-ce qui va se passer dans la seconde qui vient. Et cette couche neuronale, elle est en communication avec d'autres réseaux, qui par exemple ont une mémoire plus longue. Et donc il faut imaginer votre cerveau comme une sorte d'amphithéâtre comme là. Imaginez que chacun d'entre vous, vous êtes non pas un neurone, mais un réseau de neurones. Vous avez chacun des bouts de prédiction sur comment va le monde, et vous communiquez vos signaux d'erreur de prédiction avec vos voisins. Et le fonctionnement global fait qu'on finit par avoir le sommet de l'iceberg, c'est ce dont on a conscience, en se disant je pense que si j'ai vu un éléphant rose, c'est probablement qu'il y a un problème. Et ce que vous dites, c'est important aussi, parce qu'il y a beaucoup de maladies psychiatriques où on pense que ce sont des reflets de perturbation de ces systèmes d'inférence bayésienne. C'est-à-dire que le moment à partir duquel vous êtes capable de tenir pour vrai quelque chose de très improbable est en doute en rapport avec un déséquilibre dans le fonctionnement de ces systèmes d'inférence bayésienne. Donc ça peut nous amener très très loin de Bayes à la psychose, par exemple. Alors justement, je voudrais savoir, en pratique, quelles sont les retombées pour les patients de tous ces travaux et toutes ces découvertes? Alors c'est aussi une bonne question. Il faut être à nouveau humble, non pas par fausse humilité, mais moi j'ai 49 ans. Je le dis parce que je vais bientôt plus avoir 49 ans, mais ça se voit pas, Lionel. Mais ça change de décade, c'est pour ça. Mais au cours de mes études de médecine, par exemple, on a pu voir depuis des progrès ahurissants dans des spécialités. Je veux dire en cancérologie, en hématologie, en chirurgie cardiaque, etc. En neurologie, il ne s'est pas rien passé. Mais on est encore en attente sur les grandes maladies, comme vous le savez. Les maladies neurodégénératives, par exemple, constituent toujours un défi. Et comment ça se passe? Alors évidemment, on essaye comme soignant de faire au mieux de ce qu'on peut au temps présent, avec les patients, avec ce qu'on sait faire, avec notre imagination. Et la recherche, par ailleurs, vous le savez, la recherche, c'est un message à passer. Et Thierry Lhermitte est le parrain de la FRM. Et la FRM, c'est une structure très importante en France pour la recherche en médecine et notamment en neurosciences. Il faut laisser à la recherche des temps longs. Le droit de chercher, tranquillement. Oui, surtout, je dirais, le droit de chercher de manière semi-guidée. C'est-à-dire que les grandes découvertes en sciences, en général, elles sont pas, c'est pas, disons, un plan à l'américaine. Alors, dans 2 ans, on a trouvé le truc. C'est pas comme ça que ça se passe. On peut évidemment mettre un focus pour aider les gens à développer, mais il faut respecter, je dirais, la liberté du chercheur. Je le dis pas de manière corporatiste pour dire, ne vous faites pas chier, et puis c'est pas ça. C'est simplement que si vous faites attention, dans la littérature médicale et scientifique, vous allez avoir une idée géniale,
Et puis il y aura plein de gens qui vont faire la même chose. Mais si vous comptez les idées vraiment nouvelles, il y en a très peu. Et donc on a besoin, pour la recherche en neurosciences, d'avoir toute cette couche cumulative dont on ne sait pas où elle va nous mener et quand elle va nous amener à des résultats. Mais il faut savoir que tout ça se passe, qu'il y a beaucoup de choses actuellement en cours et qu'on est évidemment tous, vous et nous aussi, très frustrés du fait que ce n'est pas encore suffisamment efficace. Thierry, une dernière question, puis après on donnera peut-être la parole à la Merci, salle. j'étais très satisfait de la réponse, merci. Merci. Alors on va peut-être prendre des questions de la salle. Donc. Oui, madame. Ah bah. Bonjour, je ne sais pas si je suis hors sujet, mais vous me faisiez penser aux ruptures de pattern en hypnose quand vous parliez de la prédiction du modèle du monde et de l'activité cérébrale qui se retrouvait du coup perturbée. Est-ce que ça a un lien ? Vous voyez ce dont je parle quand je parle de... Vous pouvez répéter le début, parce que justement mon attention était concentrée sur l'orientation spatiale et j'ai raté le début de votre phrase. Alors, vous étiez juste sous le spot, je vous parlais des aveuglé. ruptures de pattern qui sont utilisées en hypnose, comme par exemple le fait de prédire une poignée de main, de changer son geste au dernier moment. Oui. Donc le cerveau de la personne en face va prédire cette poignée de main et être en quelque sorte surpris par le détournement du geste qui était proposé. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a... Voilà. Est-ce que c'est en lien avec ce que vous disiez par rapport à l'activité des... Oui, je pense qu'il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, comme on échangeait avec Thierry Lhermitte à ce sujet, ces inférences bayésiennes. Une fois qu'on pose ce principe, il est tellement général qu'il est omniprésent dans le fonctionnement du cerveau. Et pour l'hypnose, il y a un deuxième facteur qui joue. C'est qu'en réalité, je ne suis pas expert de l'hypnose, mais on a fait quelques manips avec des collègues. Mon impression dans l'hypnose, c'est bon, évidemment, c'est un état de conscience. Vous pouvez rapporter ce qui se passe subjectivement, mais vous savez, on distingue notamment des fonctions qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est le contrôle de la pensée. Et en gros, dans l'hypnose, mon impression, c'est que face à un hypnothérapeute, vous acceptez, parce que vous êtes dans un climat de confiance, de remettre une partie de votre pilotage exécutif entre les mains d'un autre cerveau, mais dans l'idée de finir par arriver vous-même à sortir, par exemple, d'une situation. Un très bon exemple, c'est pour un des meilleurs exemples, d'après moi, pour l'hypnose, parce qu'ensuite c'est un mot galvaudé. Par exemple, c'est l'hypnose analgésique. Parce que là, vous pouvez le titrer, comme en chirurgie. Vous voyez un anesthésiste qui va pouvoir diviser par 2 ou par 3 les doses d'agents anesthésiques par l'utilisation d'un scénario d'hypnose. Donc là, vous pouvez vraiment valider et savoir et titrer, faire une titration pharmacologique de ce qui se passe. Et on a l'impression que c'est ça ce qui se passe. C'est qu'en réalité, donc vous avez raison, il y a l'aspect couplage inférence bayésienne, mais ce qu'il y a en plus, c'est que vous interagissez avec quelqu'un d'autre qui va vous mettre dans un climat de confiance. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les séances d'hypnose collective, 1 heure du temps quasiment est passée à mettre en confiance les gens. Vous savez, il ne va rien se passer de grave, je ne pourrais pas vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas, même si parfois ça finit en correctionnel. Mais vous voyez que les séances d'hypnose, ça commence par un travail de confiance que moi je décode comme étant, je mets le sujet dans une situation où il va me donner les clés de son contrôle exécutif pour pouvoir avoir confiance et, dans certains cas, opérer à des aspects spectaculaires. Merci. Alors nous avons une question, madame. Bon, je ne voulais pas poser la question sur l'hypnose. Bonjour, merci Bonjour. pour votre prestation. Je suis hypnothérapeute depuis 35 ans, donc j'ai découvert l'univers de l'hypnose il y a très longtemps. Alors, celle que vous parlez est tout à fait ericksonienne, mais depuis, on a beaucoup avancé dans l'auto-hypnose. Et je voulais revenir là-dessus parce que l'auto-hypnose permet de débloquer le conscient et l'inconscient par une technique très précise. Par exemple, une personne qui veut guérir, son inconscient peut dire non. Alors, on va travailler pour redonner l'action du guérir plutôt que de rester dans l'inconscient qui dit non. Je donne un exemple, ou pour passer un examen, je veux passer le bac, je mets tous mes efforts là-dessus, eh bien l'inconscient va dire non. Alors on va travailler là-dessus. Et c'est très rapide. Et l'élève, comme le patient, va retrouver une énergie, une volonté pour recréer une neurochimie et des synapses différents. Voilà. Je voulais vous dire, et merci pour l'hippocampe, parce qu'il y a aussi l'EMDR pour l'amygdale, où on efface par les mouvements oculaires, que nous ne faisons pas la nuit quand il y a des traumas. Merci. Merci madame. Juste une courte réaction justement à ce que vous dites, où je mettrai juste le commentaire suivant, c'est un échange. C'est que évidemment, non seulement je ne remets pas en cause, mais je suis certain de votre efficacité thérapeutique. Maintenant, en science, un des aspects importants, quand quelque chose marche, c'est de savoir comment ça marche. Et c'est peut-être là qu'on est peut-être un point de désaccord, c'est qu'on voit bien, par exemple, dans ce que je rajouterais là, moi, c'est que l'élément qui est très important, c'est l'histoire que le sujet, et vous-même, vous faites partie du dispositif comme soignant, donc l'histoire que les sujets, le soignant et le patient,
vont être capables d'élaborer pour arriver à développer cette efficacité. Oui. Mais cette condition-là n'exige pas que l'histoire dont vous parliez soit celle qui se passe effectivement. Autrement dit, quand vous parlez de l'inconscient avec un grand I, etc., c'est la façon laquelle vous le représentez, ou par exemple les synapses, etc. Mais évidemment, on n'a pas des données ici, c'est votre modèle, votre croyance, pour revenir à l'inférence bayésienne, qui s'avère efficace, mais qui, d'après moi, n'est pas le mécanisme. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Le Nouvel Inconscient », qui vise à montrer en quoi je pense que la conception de l'inconscient que les gens ont, notamment depuis les travaux géniaux de Freud, mais qui ont aussi une histoire, sont très éloignés de ce qui se passe en réalité. Oui. Mais Alors, que le point important, oui. excusez-moi, mais que le point important, c'est ce que vous mettez en branle consciemment chez vous et chez le patient. Oui, et il y a le subconscient, mais bon, en quelques minutes, c'est difficile. Mais ce sont des médecins avec qui j'ai appris. J'ai toujours fait des formations médicales. Voilà, à l'hôpital, je travaille. Merci beaucoup. Une autre question, madame? Juste une petite question. Vous parliez du GPS qui est réactivé la nuit, il y a un replay. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un replay d'énormément de choses la nuit. Moi, souvent, je me couche le soir, je ne sais pas quoi faire dans un problème compliqué. Le matin, je sais clairement ce qu'il faut faire. J'ai l'impression que le cerveau, il a beaucoup travaillé la nuit sur énormément de choses. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si c'est une question. Non, mais je crois que vous avez une bonne intuition. Parce qu'effectivement, dans le sommeil, vous savez, il se passe énormément de choses très importantes pour les apprentissages, la créativité, la consolidation. Vous savez qu'en France, on a vraiment un grand chercheur qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Jouvet, qui était à Lyon, qui a découvert le sommeil paradoxal, qui a été rebaptisé par les anglo-saxons en REM sleep, Rapid Eye Movement Sleep, mais qui a découvert en fait que pendant certaines périodes de votre sommeil, alors que de l'extérieur vous semblez totalement endormi, votre cerveau est revenu dans un état très proche de l'état de veille consciente, et qu'une partie des activités oniriques, les plus riches, les plus précises, les plus détaillées, surviennent durant ces périodes. Et puis il y a le replay dont j'ai parlé. Donc il se passe plein de choses pendant que vous dormez, vous avez raison, c'est une bonne intuition. Allez, Thierry, une petite question. Oui, une dernière question. Vous savez, on a tous remarqué, vous savez, quand on conduit la nuit et qu'il y a des animaux qui fuient l'arrivée de la voiture, qui sont par exemple d'un côté, et puis au dernier moment, quand on va les doubler, ils traversent, ils vont de l'autre côté, ils se font écraser. Et ça me fait penser aux situations dans lesquelles on a un choix à faire, et on a une réponse A ou une réponse B à donner, et puis on pense vraiment que c'est la réponse B, mais au moment de donner le choix, on donne la réponse A. Et est-ce que c'est un rapport avec ce dont on parlait? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien l'exemple. Alors, j'ai évidemment pas la réponse. Et puis, ça serait difficile de faire les manips. On peut adapter des expériences là-dessus. Non, mais est-ce que tout d'un coup, voilà, cette inférence bayésienne, elles viennent tout d'un coup, malgré la raison, pour un modèle du monde qui fait que l'animal, il faut qu'il traverse, ou que quelle partie de notre cerveau nous dit contre toute raison, nous fait choisir la mauvaise solution? Est-ce que ça pourrait, on pourrait imaginer que ce soit un phénomène du même type? Oui, peut-être ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a des travaux notamment de Damasio. Antonio Damasio, c'est un très grand chercheur américain contemporain, et avec un de ses collègues, Beccara, ils ont décrit un truc dingue. Et on a observé, moi j'ai observé et rapporté des patients, notamment une patiente qui avait le même tableau. Ce sont des patients qui, face à une situation de choix complexe, sont capables de faire l'analyse rationnelle du choix et de vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais qui ne prennent pas la bonne décision. Et l'interprétation de Damasio, c'est qu'en fait, pour prendre une bonne décision, dans ces situations complexes, il faut à la fois avoir fait l'inférence bayésienne, parfois compliquée, de, disons, l'analyse rationnelle de la situation, mais ça ne suffirait pas. Ça serait un facteur nécessaire, mais pas suffisant. Mais en plus, il faudrait une intégration émotionnelle qui fasse que le couplage des deux conduise à la bonne décision. Donc peut-être une des hypothèses, est-ce que pendant ces situations qui combinent une analyse d'inférence plus un stress inhabituel, la rencontre des deux fait que certains animaux sont comme ces patients, font l'analyse correcte, mais sont incapables de prendre la bonne décision. Ça, en tout cas, ça me fait penser à ce tableau qu'on appelle... il y a une tâche qui s'appelle le gambling task, et vous voyez que les patients vous disent je ne devrais pas piocher ici, mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Ouais, mais vraiment, c'est vraiment ça. Merci. Alors, une dernière question? Oui, justement pour l'acquisition de la mémoire. Alors d'abord, je vous félicite de faire le lien entre la neuroscience, qui pour moi est un peu l'hardware en fait, on pourrait dire l'hardware, la psychologie qui pourrait être le software, et puis j'aimerais juste évoquer ce que vous avez évoqué à l'instant, l'émotion qui pourrait être l'énergie qui fonctionne entre les deux, qui fait le lien entre les deux. Et j'aimerais savoir, quelle place vous donnez aux émotions dans l'acquisition de la mémoire. Voilà, ou si elle en a une, ou si elle n'en a pas, ou, voilà.
Alors, merci, c'est une question essentielle aussi. Alors, c'est pas la place que moi je fais, mais les neurosciences de la mémoire et la psychologie de la mémoire et des émotions ont révélé des mécanismes assez forts. On pourrait en dire 3 peut-être. Le premier, c'est qu'en général, vous aurez d'autant plus de facilité à mémoriser en mémoire épisodique un souvenir qu'il est associé à une réaction émotionnelle forte au moment où vous l'avez vécu. Et ça a des conséquences tellement fortes, ça, que vous savez qu'une des thérapeutiques développées pour essayer de prévenir le développement du stress post-traumatique, et le stress post-traumatique, d'une certaine façon, c'est une mémoire qui est tellement figée et tellement précise et exacte sur ce qui a été vécu de négatif que le patient n'arrive plus à prendre de distance avec ça. Eh bien, une des thérapeutiques discutées, et parfois utilisées, c'est d'injecter des bêta-bloquants, en gros d'essayer de diminuer la réaction émotionnelle de l'organisme pour prévenir l'augmentation, la fixation de la mémoire par l'émotion. Donc on sait que l'émotion joue un rôle consolidateur très fort dans la mémoire. Deuxième point, quand vous vivez quelque chose d'émotionnellement très fort, souvent vous vous souvenez très bien de ça, mais ce qu'il y a autour, vous en souvenez moins bien. Donc il y a aussi cet effet un peu collatéral. On appelle ça les souvenirs flash. Il y a beaucoup d'études. Francis Eustache, je ne sais pas s'il est encore, il était là hier, qui est un des experts de la mémoire, a lancé avec Denis Péchanski un programme sur les attentats du 13 novembre, de voir en France comment les gens ont été sidérés. Et de manière mondiale, ça a été fait beaucoup autour du 11 septembre. Chacun d'entre vous, si on vous demande où vous étiez, quand vous avez appris l'attentat des Tours Jumelles, on est en général capable d'avoir un fragment vraiment presque cinématographique. J'étais en train de faire ça, on m'a dit ça, j'ai pensé à ça, il y avait cette odeur. Et donc on peut étudier ces relations entre mémoire et émotion. Donc vous avez raison, ça c'est un champ très fort. Et ensuite, c'est des rapports compliqués. Parfois l'émotion vous aide, parfois l'émotion vous gêne dans le fonctionnement, dans la prise de décision ou dans la mémorisation. Mais c'est une question fascinante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous applaudit, Lionel Nakache, Thierry Lhermitte, Anne Chamblanc, un grand merci.